Voyons maintenant des propriétés moins immédiates sur les limites de fonctions. Commençons par les opérations sur les limites. Les résultats que j'ai déjà écrits sont des résultats que nous avons déjà vus pour des suites et qui vont rester exactement les mêmes pour des fonctions. Les démonstrations également seront les mêmes, mais je ne vais pas les détailler. Je récapitule donc les résultats que nous pouvons utiliser directement. Soit f et g, deux fonctions, toutes les deux définies de i dans grand R, alors il est important qu'elles aient le même ensemble de définitions pour que nous puissions les additionner ou les multiplier. Nous allons prendre petit a un point dans i bar et L, deux éléments de R bar. Premier résultat déjà, si f est une fonction qui tend vers 0 en petit a et g est borné au voisinage de petit a, alors leur produit tend vers 0. Ensuite, les résultats classiques sur les opérations. Si f tend vers L et g tend vers L', alors la somme de f et de g tend vers L plus L' en petit a, et leur produit tend vers le produit des limites en petit a, évidemment en dehors des formes indéterminées habituelles. Si f ne s'annule pas au voisinage de petit a, alors la fonction 1 sur f est bien définie au voisinage de petit a. Si f tend vers L qui n'est pas nul, alors 1 sur f tend vers 1 sur L. Donc ici, nous aurions pu rajouter que, bien sûr, f tend vers L en petit a. Si f tend vers une limite nulle en petit a, mais que malgré tout f ne s'annule pas au voisinage de petit a, ce qui est tout à fait possible, alors nous allons tout de même pouvoir considérer le quotient 1 sur f, et si nous supposons qu'au voisinage de petit a, f est toujours strictement positive, alors 1 sur f va tendre vers plus l'infini. Ce qui règle le cas d'une forme indéterminée 1 sur 0 dans un cas particulier où f garde un signe constant au voisinage de petit a. De la même manière, si f tend vers 0 moins, c'est-à-dire que f est strictement négative au voisinage de a, mais qu'elle tend tout de même vers 0, alors le quotient 1 sur f tend vers moins l'infini. Tous ces résultats peuvent aussi s'énoncer pour des limites à gauche ou à droite. Autre théorème d'opération sur les limites, le théorème de composition. Nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre sur les suites, et à l'époque nous avions reporté la démonstration à ce chapitre que nous sommes en train de faire. Si nous prenons grand I et grand J deux intervalles, avec une fonction définie de I dans R et une fonction petit f, et petit g une fonction définie de J dans R, nous supposons que l'image de I par f est incluse dans J, ce qui nous permet de définir la fonction g rond f. Alors si l'on prend petit a un point de I bar et petit b un point de J bar, et enfin petit L dans R bar, alors si f tend vers B en A, et si G tend vers L en B, eh bien la composée G rond f tend vers petit L en petit a. Une remarque, l'hypothèse que B appartient à J bar est automatiquement vérifiée lorsque l'on dit que f tend vers B en A. Alors nous n'avons pas vraiment parlé de ce point-là car pour l'instant nous n'en avions pas eu besoin, et d'ailleurs ici, il n'est pas indispensable de s'en rendre compte. Mais si toutes les valeurs de f de x sont comprises dans l'intervalle j, eh bien lorsqu'on effectue un passage à la limite ne peut pas se retrouver à 10 km de grand J. La limite va aussi être dans grand J ou éventuellement aux bornes de grand J. Donc la limite est nécessairement dans J bar. Pour ce qui est de la démonstration, comme d'habitude, que ce soit pour petit a, pour petit b ou pour petit l, il y a pour chacun de ces trois quantités 3 cas à distinguer. Soit ce sont des quantités égales à un réel, soit elles sont égales à moins l'infini ou à plus l'infini. Nous avons donc 27 cas à distinguer. Bien sûr, je ne vais pas tous les traiter, je ne vais en traiter qu'un, sachant éventuellement que l'on peut faire une démonstration générale qui traite les 27 cas en une seule fois, si l'on utilise la notion de voisinage. À nouveau, nous pourrons le faire en exercice en classe, c'est assez intéressant, mais la notion de voisinage n'étant pas au programme, je vais plutôt détailler une démonstration dans un cas particulier. Nous allons traiter le cas où petit a et petit l sont des réels, mais où petit b est égal à moins l'infini. Donc, identifions déjà ce que nous voulons montrer. Nous voulons donc montrer que G rond f tend vers un point fini en un point fini, puisque L et petit a sont finis. Pour montrer un résultat de cette nature, il va falloir prendre un voisinage de petit L. Alors souvenez-vous que quand la limite est finie, nous commençons par introduire un epsilon strictement positif. L'objet de cet epsilon est de servir à montrer ici que g de f de x, pour un certain x bien choisi, appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon.
Pour arriver à cela, nous avons deux hypothèses à notre disposition, le fait que f tend vers b et le fait que g tend vers petit l. Que pouvons-nous faire avec ce epsilon? Laquelle des deux hypothèses pouvons-nous utiliser? Eh bien ici, comme epsilon va servir à définir l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, qui se trouve à l'arrivée de petit g, le fait de savoir que f tend vers b ne sert à rien pour l'instant. Nous allons donc utiliser dans un premier temps que g tend vers L, en petit b. Alors ici, petit b, nous l'avons pris égal à moins l'infini. Donc en revenant à la définition, nous avons le résultat suivant. Il existe un entier grand A dans R, tel que, pour tout y appartenant à grand J qui est l'ensemble de départ de petit g, y est inférieur ou égal à grand M implique, à grand A implique que g de y moins petit l est plus petit qu'epsilon. Ou si vous préférez, g de y appartient à l'intervalle que nous avons commencé à considérer, L moins epsilon, L plus epsilon. Bien sûr, il nous reste à utiliser que f tend vers b. Décryptons un peu ce que nous avons obtenu jusque-là. Lorsque nous écrivons que y est plus petit que a, c'est pour utiliser que y tend vers moins l'infini. Ici, moins l'infini, c'est b. Et nous voyons dans la dernière phrase que nous avons écrite, que nous avons g de quelque chose, ici y, qui appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Or, nous voulons g de f de x appartenant à L moins epsilon, L plus epsilon. Donc la dernière phrase que nous avons obtenue, nous allons l'appliquer à des réels qui vont s'écrire f de quelque chose. Et cela, nous allons l'obtenir en utilisant maintenant que f tend vers moins l'infini en petit a. Donc, nous allons réutiliser notre quantité grand A, et nous savons, là encore en revenant à la définition, qu'il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à grand I, si x moins alpha est strictement plus petit, si x moins a, est strictement plus petit que alpha, alors f de x est plus petit que grand A. Mais avec ce que nous avons obtenu ici, avec cette étoile rouge, eh bien f de x plus petit que grand A nous permet directement d'avoir g de f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Alors, est-ce que nous avons vraiment le droit d'utiliser la phrase marquée d'une étoile rouge? Oui, car ici, nous avons bien f de x appartient à j, puisque notre hypothèse dans l'énoncé du théorème est bien que f de grand I est inclus dans grand J, donc comme x est dans I, f de x est dans J, et puis nous avons bien l'hypothèse ici, f de x inférieur ou égal, enfin f de x inférieur ou égal à grand A, ce qui nous permet en effet d'utiliser la phrase marquée d'une étoile rouge. Alors quand nous avons obtenu cela, eh bien nous avons terminé, nous avons montré que si nous prenons un epsilon strictement positif, nous avons réussi à trouver un alpha strictement positif, tel que pour tout x dans I, si x moins a est plus petit que alpha, alors g de f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. C'est bien ce que nous voulions montrer. Nous avons bien montré que g rond f tend vers L en petit a. Donc je vous laisse le soin d'adapter cette démonstration à tous les 26 autres cas. À nouveau, le principe de la démonstration est toujours le même, il suffit d'adapter les epsilon, les grands A et les alpha. Remarquons que ce n'est pas exactement ce théorème que nous avons rencontré dans le chapitre sur les suites. Nous avons rencontré le théorème que je viens d'écrire juste à la fin de la page de droite. Si nous avons une suite UN dont tous les éléments, tous les termes sont en grand J, et si UN tend vers B et G tend vers L en B, alors la suite G de UN tend vers petit l, quand N tend vers plus infini. Eh bien en fait, le théorème que nous avons vu sur les suites, donc celui-ci, se déduit directement du théorème précédent, soit par un argument en disant que finalement, une suite par définition c'est une fonction, soit ce qui est peut-être plus clair pour vous, je ne sais pas, ce qui peut être préférable, car une suite n'est tout de même pas une fonction de R dans R, donc le cas n'est pas exactement le même, soit vous reprenez la démonstration précédente et vous remplacez f tend vers B par la définition d'une suite qui tend vers B. Vous verrez qu'il n'y a quasiment rien à changer pour obtenir le résultat que nous avons vu sur les suites. Voici maintenant un théorème qui est beaucoup plus délicat à la fois à comprendre et à démontrer
que les résultats que nous venons de voir dans cette vidéo. Ce théorème s'intitule « Caractérisation séquentielle des limites de fonctions ». Donc déjà, son titre indique que nous allons donner une phrase qui est équivalente à dire que f tend vers une limite L en petit a, et que cette phrase va utiliser des suites. Nous allons donc caractériser avec des suites le fait qu'une fonction a une limite en un point. Donc le théorème s'énonce de la manière suivante. Comme toujours, nous prenons f une fonction de grand I dans grand R, petit a dans I bar et petit L dans R bar. F tend vers L en petit a, si et seulement si, quelle que soit la suite UN à valeur dans grand I, si UN tend vers petit a, alors f de UN tend vers petit L. Commençons par quelques remarques. Tout d'abord, le sens direct est vraiment immédiat, puisqu'il s'agit tout simplement du théorème de composition. Donc en effet, si nous avons une fonction f qui tend vers L en petit a et UN tend vers petit a, alors par composition, f de UN tend vers L. Donc nous n'allons pas le redémontrer. Que nous apporte de plus ce théorème? Eh bien, il apporte le sens indirect, qui lui va être un peu plus délicat à démontrer, mais ce que nous pouvons en dire, c'est que quand nous lisons le sens indirect, il nous dit que si nous arrivons à montrer que toutes les suites qui tendent vers A, enfin que pour toutes les suites qui tendent vers A, nous avons f de UN qui tend vers L, alors f a une limite en L. Lu comme ça, eh bien ceci est inutile. C'est inutile si nous ne contraposons pas ce résultat. Donc en tout cas, il est inutile pour montrer que f tend vers L en A. De toute façon, si nous devons prendre toutes les suites UN qui tendent vers A et pour chacune d'entre elles montrer que f de UN tend vers L, on se doute que comme il y a une infinité de suites UN qui tendent vers A, bien si nous arrivons à faire cela, il est de toute façon plus simple de montrer directement que f tend vers L en petit a. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce théorème, c'est le corollaire qui en découle directement. Et en fait, c'est quasiment tout le temps sous la forme de ce corollaire que nous utiliserons la caractérisation séquentielle des limites de fonctions. Donc ce corollaire, il exprime que si l'une des deux conditions que nous allons voir est vérifiée, alors f n'a pas de limite en petit a. Donc l'intérêt de ce théorème, ça n'est pas de montrer que f a une limite en petit a, c'est au contraire de contraposer le sens direct du théorème et d'en déduire une condition suffisante pour que f n'ait pas de limite en petit a. Donc ces deux conditions sont les suivantes. Soit il existe une suite UN à valeur dans grand I qui tend vers petit a, mais f de UN n'a pas de limite. Deuxième possibilité, il existe deux suites UN et Vn à valeur dans grand I qui toutes les deux tendent vers petit a, mais f de UN et f de Vn ont des limites différentes. Nous voyons bien que si l'une de ces deux conditions est vérifiée, alors le membre de droite de l'équivalence de la caractérisation séquentielle des limites n'est pas vérifié, et donc par contraposition, f tend vers L n'est pas vérifié, c'est-à-dire que f ne tend pas vers L. La remarque que nous pouvons faire, c'est évidemment que ce corollaire est analogue à un résultat que nous avons déjà vu sur les suites. Ce corollaire est analogue au corollaire suivant. Dire qu'une suite UN tend vers petit a quand n tend vers plus l'infini est équivalent à dire que toutes les sous-suites de UN tendent vers petit a. Alors, pour être plus précis, le résultat que je viens d'énoncer, c'est plutôt l'analogue du théorème de la caractérisation séquentielle des limites de fonctions, et le corollaire qui en déduit et qui est analogue au corollaire sur la caractérisation séquentielle, c'est celui-ci. Alors je vais l'écrire un peu rapidement, mais s'il existe une sous-suite u phi de n qui n'a pas de limite, sans limite, eh bien un n'a pas de limite. Et la deuxième version, c'était s'il existe deux sous-suites u phi de n et u psi de n qui ont des limites différentes, eh bien la conclusion est la même. La suite UN n'a pas de limite. Donc vous voyez la similitude, ce sont vraiment exactement les mêmes résultats, soit qui ne portent que sur des suites, soit qui mélangent les suites et les fonctions.
De plus, lors du chapitre sur les suites, nous avons justement expliqué que les deux théorèmes sur les suites que je viens d'écrire n'étaient pas utiles pour montrer qu'une suite avait une limite, mais plutôt pour montrer qu'une suite n'avait pas de limite. Eh bien, c'est la même conclusion avec la caractérisation séquentielle des limites de fonctions, et nous allons tout de suite en donner un exemple. L'exemple le plus classique est celui-ci. Nous considérons la fonction f définie sur R étoile, et la valeur dans R, qui à x associe sinus 1 sur x. Et nous allons essayer de montrer que f n'a pas de limite en 0. J'ai représenté ici le graphe de f. Essayons de comprendre comment il fonctionne. Déjà, par composition, il est simple de voir que f tend vers 0 en plus infini. Donc si ici nous continuons le graphe vers plus l'infini ou vers moins l'infini, eh bien la fonction va tendre vers 0 tout simplement. Par contre, quand x se rapproche de 0, 1 sur x va tendre vers l'infini. Et à chaque fois que 1 sur x parcourt un intervalle de longueur 2π, eh bien la fonction f va parcourir tout l'intervalle moins 1. Or, il se trouve que si l'on regarde la valeur des crêtes ici, alors nous avons ici un premier endroit où la fonction est égale à 1, si l'on vient de la droite. Ceci, c'est lorsque x est égal à 1 sur pi sur 2. En effet, quand x vaut 1 sur pi sur 2, 1 sur x vaut pi sur 2, et donc là, le sinus va valoir 1. Et puis, si maintenant, nous regardons l'abscisse en cette crête-là, nous obtenons la valeur suivante en laquelle sinus vaut 1, c'est-à-dire 1 sur pi sur 2 plus 2π. Donc la distance entre les deux crêtes n'est pas égale à 2π. C'est si l'on prend les inverses des deux abscisses qu'on a une distance égale à 2π. Si nous prenons la crête qui vient juste avant, eh bien, elle correspond à la crête suivante dans le diagramme, dans le graphe de sinus, c'est-à-dire pour une abscisse égale à 1 sur pi sur 2 plus 4π. Donc on voit que la distance entre deux crêtes consécutives se réduit lorsque x se rapproche de 0, et cela c'est dû à la compression de la fonction inverse 1 sur x. Par conséquent, nous avons avec f une fonction qui va osciller, mais pas de manière périodique, et la distance entre deux crêtes va tendre vers 0 lorsque x se rapproche de 0. Donc on a une oscillation qui est de plus en plus rapide. Afin de mieux s'en rendre compte, revoici le graphe de f, mais cette fois-ci, nous avons zoomé autour de 0, nous ne regardons le graphe que entre moins 0,08 et 0,08. Donc on voit bien cette oscillation qui devient de plus en plus frénétique quand on se rapproche de 0, à tel point que Python finit par tracer un rectangle complètement noirci, car il n'arrive plus à distinguer les oscillations tellement elles sont proches. Alors on se doute que cette fonction n'a pas de limite en 0. Comment le montrer? Nous allons jouer sur les crêtes. Si nous regardons la suite de ces points que je trace ici en rouge, leur ordonnée est toujours égale à 1 et leur abscisse tend vers 0. Donc si nous prenons la suite des abscisses et que nous l'appelons un, nous avons une suite d'abscisses qui tend vers 0 et pourtant f de un tend vers 1. Si maintenant nous prenons une seconde suite Vn qui va correspondre aux points qui sont tout en bas, si je prends les abscisses de ces points roses, j'ai une suite Vn qui tend vers 0, et pourtant f de Vn, elle, tend vers moins 1. Donc en vertu du théorème précédent, f ne peut pas avoir de limite en 0. Une deuxième possibilité aurait été de jouer sur cette alternance entre des 1 et des moins 1, et de prendre cette fois-ci une suite Wn qui est les abscisses, la suite des abscisses de ces points verts, qui va aussi converger vers 0, mais les f de Wn forment la suite des moins 1 puissance n qui n'a pas de limite. Donc détaillons tout cela. Donc première méthode en utilisant les suites un et Vn qui sont en rouge et en rose à gauche, nous allons poser pour tout n dans n, la suite un égale à 1 sur pi sur 2 plus 2nπ, et la suite Vn égale à 1 sur 3pi sur 2 plus 2nπ. Alors évidemment, très clairement, la suite un tend vers 0, et c'est le cas aussi de la suite Vn. Et si nous calculons f de un, eh bien pour tout n, f de un est égal à 1, ce qui évidemment tend vers 1. Alors à chaque fois, c'est quand n tend vers plus l'infini. Et si nous calculons f de Vn, eh bien tous les f de Vn sont égaux à moins 1, ce qui bien sûr tend vers moins 1 quand n tend vers plus infini. Donc, eh bien f n'a pas de limite en 0 par caractérisation séquentielle de la limite. Nous pouvons aussi redémontrer ce résultat en utilisant une seule suite,
la suite verte sur le dessin de gauche. Le principe est évidemment le même. Nous allons poser pour tout n dans grand N la suite Wn égale à 1 sur moins pi sur 2 moins npi. Donc à nouveau, bien sûr, Wn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais cette fois-ci, f de Wn est égal à moins 1 puissance n plus 1. Donc cette suite f de Wn n'a pas de limite quand n tend vers plus l'infini. Et donc, là encore, par application du théorème de la caractérisation séquentielle de la limite, f n'a pas de limite en 0. Donc voici les deux méthodes pour utiliser cette caractérisation séquentielle de la limite pour montrer qu'une fonction n'a pas de limite en un point. Il faut tout de même démontrer ce résultat de la caractérisation séquentielle. Nous avons déjà vu que le sens direct a déjà été démontré puisqu'il s'agit tout simplement du théorème de composition. Il s'agit maintenant de démontrer le sens indirect. Alors nous allons en fait démontrer la contraposée. Donc nous allons supposer que f ne tend pas vers petit l en petit a. Bien sûr, il y a à nouveau 3 cas distingués pour L et 3 cas distingués pour A, donc je vais traiter le cas où A est un réel fini et où la limite vaut moins l'infini, enfin petit l vaut moins l'infini. Donc nous allons supposer que f ne tend pas vers petit l. Alors cela revient à dire que nous avons la négation de f tend vers L, c'est-à-dire que nous avons la négation de, pour tout m appartenant à R, il existe un alpha appartenant à R plus étoile, tel que pour tout x dans grand I, x moins a plus petit que alpha implique f de x plus petit que grand M. Donc si nous détaillons cette négation, nous obtenons qu'il existe un réel grand M, tel que quel que soit alpha appartenant à R plus étoile, il existe un élément x dans grand I, tel que x moins a est plus petit que alpha, mais nous avons le contraire du membre de droite de l'implication. Donc attention toujours à la négation d'une implication, le membre de gauche est vrai et le membre de droite est faux. C'est la négation de l'implication. Alors la phrase précédente nous assure l'existence d'un n qui vérifie tout ce qui suit. Donc nous allons fixer un tel réel grand M. Après, une fois que ce grand M est fixé, pour ce grand M, la suite de la phrase nous indique que pour tout alpha dans R plus étoile, il doit se passer ceci ou cela. Donc nous allons considérer un entier n non nul, et nous allons poser alpha égale 1 sur n. Alors pour ce alpha, eh bien, toujours d'après la phrase que nous avons niée, il existe un réel petit x, alors nous allons l'appeler xn puisqu'il va dépendre de n, il existe un réel xn dans grand I, tel que nous avons xn moins petit a plus petit que 1 sur n, et f de xn supérieur ou égal, enfin strictement supérieur à grand M. Donc en faisant cela pour tout n, nous avons construit une suite xn, qui est une suite d'éléments de grand I, puisque nous avons bien précisé ici que xn appartient à grand I, et de plus, avec la condition, alors je vais la mettre en rouge, avec la condition 1 ici et la condition 2 ici, nous pouvons affirmer les choses suivantes. Avec la condition 1, le théorème des gendarmes assure que xn tend vers a, quand n tend vers plus l'infini. Et avec la condition 2, eh bien nous sommes sûrs que la suite f de xn est minorée par grand M, donc la suite f de xn ne peut pas tendre vers moins l'infini. Ne peut pas tendre vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est exactement la négation du membre de droite du théorème du théorème de la caractérisation séquentielle. Donc par contraposition, nous avons bien montré le sens indirect de notre théorème. Donc comme je l'ai dit un peu au-dessus, le sens qui est quasiment le seul dont nous allons nous servir dans cette caractérisation, c'est le sens direct. Et c'est celui que nous avons démontré par composition. Le sens que nous venons juste de démontrer là, finalement, sert très rarement. Donc la démonstration n'est pas à connaître par cœur, cela dit, elle forme un bon exercice d'une construction de suite qui vérifie certaines propriétés, donc je vous encourage tout de même à bien la comprendre.
Pour terminer cette vidéo, nous allons donner des résultats concernant les passages à la limite dans des relations d'ordre, c'est-à-dire dans des inégalités avec des fonctions. Donc les résultats que nous allons donner sont là encore tout à fait analogues aux résultats que nous avons donnés sur les suites. Donc premier résultat, si nous prenons f, une fonction définie sur grand I et a dans I bar, alors si la fonction f tend vers un réel petit l en petit a, et si ce réel petit l est encadré strictement par deux réels petit m et grand M, alors au voisinage de a, la fonction f est elle aussi encadrée strictement par petit m et grand M. Donc je rappelle ce qui signifie ce au voisinage de a, en distinguant là encore les trois cas, soit a est réel, donc dans ce cas si a est réel, cela signifie qu'il existe un intervalle de la forme a moins epsilon, a plus epsilon, tel que pour tout x se trouvant dans cet intervalle et dans i, eh bien f de x est strictement compris entre petit m et grand M. Si a est égal à plus l'infini, alors il existe un réel grand A, tel que sur l'intervalle a plus l'infini intersecté avec grand I, f de x est strictement compris entre petit m et grand M, et lorsque a est égal à moins l'infini, eh bien cette inégalité a lieu sur un intervalle du type moins l'infini grand A intergrand I. La démonstration utilise comme toujours les mêmes outils, donc elle n'est vraiment pas originale. Je vais traiter le cas où petit a est égal à plus infini, et vous pourrez sans peine adapter cette démonstration aux autres cas. Donc, si nous traçons la droite des réels, nous avons le réel petit l qui se trouve par exemple ici, et il est encadré strictement par petit m et grand M. Alors, il existe un epsilon strictement positif, tel que l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, soit compris entre petit m et grand M. Or ici, notre hypothèse, c'est que f tend vers L en plus l'infini, donc nous savons qu'il existe un réel grand A, appartenant à R, tel que pour tous les réels x appartenant à I ainsi qu'à l'intervalle A plus l'infini, nous avons f de x strictement plus petit que L plus epsilon et strictement plus grand que L moins epsilon. Or, d'après notre choix de epsilon, eh bien, f de x est strictement plus grand que petit m et strictement plus petit que grand M. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment le style de démonstration typique que vous devez savoir refaire. Ce sont des démonstrations importantes où il suffit de connaître la définition et de l'appliquer correctement. Ce théorème donne un résultat assez complet, mais il est bien sûr possible de n'en utiliser qu'une partie. Par exemple, si vous n'avez qu'un renseignement de minoration sur L, si vous savez uniquement que L est strictement plus grand que petit m, eh bien vous pourrez conclure conclure qu'au voisinage de A, f est strictement plus grand que petit m, et vous pouvez complètement oublier la partie majoration. Évidemment, on peut faire l'inverse, si vous avez une majoration de petit l mais pas de minoration, vous obtiendrez une majoration de f et pas une minoration. En contraposant ce théorème, nous obtenons directement le corollaire suivant. Donc avec le même cadre, f est défini de grand I dans R, petit a est dans I bar, et f tend vers petit l qui peut être a priori dans R bar. Si au voisinage de petit a nous avons f plus petit qu'un majorant grand M, alors nous pouvons interpréter cela comme la négation de f strictement plus grand que grand M, eh bien par contraposition du théorème précédent, nécessairement, nous ne pouvons pas avoir L strictement plus grand que grand M, et donc nous avons L inférieur ou égal à grand M. Bien évidemment, nous avons le même résultat avec une minoration. Si au voisinage de A, f est supérieur ou égal à petit m, alors la limite est également supérieure ou égale à petit m. Au sujet de ce corollaire, nous pouvons donner le même avertissement que dans le résultat analogue concernant les suites. En effet, la question naturelle à se poser est la suivante. Si f est strictement plus petit que grand M au voisinage de A, alors est-ce que l'on peut conclure que L est strictement plus petit que grand M? La réponse est non. Si vous essayez de vous intéresser à la démonstration précédente, vous verrez que vous n'arriverez pas à faire mieux que cette série d'implications. F strictement plus petit que grand M implique que f est inférieur ou égal à grand M, ce qui va impliquer que L est inférieur ou égal à grand M. Je vous encourage à redétailler la démonstration en vous repenchant sur celle du théorème. Vous n'arriverez pas à obtenir un résultat meilleur que cela. Et en effet, si nous considérons l'exemple suivant, exemple classique déjà vu pour les suites, nous prenons la fonction f qui va de R étoile dans R et qui à x associe 1 sur x. Alors, sur R moins étoile,
La fonction f est strictement négative, donc on peut dire qu'au voisinage de moins l'infini, f est strictement négative. Or, il se trouve que f tend vers 0 en moins l'infini. Donc, si l'on se reporte au corollaire précédent, la valeur de grand M ici, c'est 0, et la valeur de la limite, c'est 0 aussi. F est strictement plus petit que grand M, et pourtant, elle est égale à grand M. Donc, attention, si vous rajoutez des hypothèses en mettant une inégalité stricte au lieu de large, eh bien, vous perdrez cette inégalité en passant à la limite. C'est un phénomène que nous avons déjà vu pour les suites, et nous le retrouvons dans ce second corollaire, qui est une autre version du passage à la limite dans une inégalité, mais cette fois-ci avec deux fonctions. Si nous prenons deux fonctions f et g définies sur grand I, et qui admettent toutes deux une limite réciproque, respectivement L et L' en petit a, alors si au voisinage de petit a, f est inférieur ou égal à g, alors L est inférieur ou égal à L'. Je ne détaille pas la démonstration, qui revient tout simplement à étudier la fonction f-g. f-g va être négative au voisinage de a, et donc en passant à la limite et en utilisant le premier corollaire, L moins L' sera négatif, ce qui donne exactement le résultat voulu. Donc ici, même avertissement, si nous supposons que f est strictement plus petit que petit g, eh bien en passant à la limite, nous n'arriverons pas à avoir mieux qu'une inégalité large. Donc nous pouvons le réécrire, f strictement plus petit que petit g au voisinage de a, n'impliquera malgré tout que L inférieur ou égal à L', nous n'aurons pas mieux. Attention à cette erreur assez fréquente. Cette vidéo s'achève là. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les analogues des théorèmes de minoration, majoration et des gendarmes que nous avons vus pour les suites et que nous adapterons pour les fonctions.